Bonjour et bienvenue dans Certains Lamas Show, l'émission qui débriefe les films à la sortie. Salut Thierry. Salut Thomas. Ça va depuis Deauville, reposé, frais, dispo? Ah bah oui, moi je suis allé voir plein de films depuis. Justement, reposé, frais, dispo. Non, et je suis là quand même. C'est pas bien. Ah. Mensonge, on allait voir Antebellum ensemble, il a dormi. Mon frère est revenu. Je me suis effondré devant Antebellum. Effondré. Ben c'est comme à Deauville. Non mais ça c'est comme ça que tu regardes les films d'habitude, donc ça change pas. Ça dépend des fois. Vous l'avez entendu, Éléonore, elle est de retour. Enfin non, c'est nous qui sommes de retour en fait, puisqu'elle a pas bougé. On lui a donné un saut de popcorn, on l'a mis devant une salle, on a fait allez, à tout à l'heure. 10 jours après, il y était encore. On l'a abandonné à l'étrange festival. Ça va, j'étais consentante pour l'abandon à l'étrange festival, ça me va très très bien. C'est bon, il y avait assez de croquettes dans le sac, c'est bon. Je ne suis pas morte de faim. On va avoir des problèmes avec ce genre de comparaison. Et bien justement, on est tellement content de voir Éléonore qu'on est allé voir un film qui porte son nom. C'est magnifique. Bon, par contre, elle n'était pas avec nous. Elle pouvait pas être à l'écran et au micro en même temps. Non. Mais elle nous rejoint ensuite pour Blackbird. Elle nous fera aussi un petit topo sur l'étrange festival. Qu'est-ce qu'elle a vu de beau dans tout ça. Et enfin, on parlera quand même du film que Thierry attend depuis très 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 longtemps. Il l'attend tellement que le film est sorti directement en VOD. Mais bon, c'est pas grave. C'est le film de Chiron, Brutus contre César. Je l'attendais plus, j'ai vu les bandes annonces, j'ai vu les retours, je ne l'attendais plus. Eh ben tu l'as vu quand même et on en parle dans l'émission. Et oui, parce que ça s'appelle le sadomasochisme, monsieur. Syndrome de Stockholm, peut-être. Kéron m'a enfermé pendant 365 jours sur le temps qu'il lui a fallu pour écrire son scénario et m'a dit t'inquiète pas, à la fin tu vas aimer. Eh ben non, ça marche pas, hein, c'est bien ce qu'on vous avait dit. Les liens en description. Alors c'est l'intro, ne spoile pas que le film est si mauvais que ça, même si les gens s'en doutent un peu. Ah bon, non, j'ai pas dit ça. Bien. Donc, t'es nul. Vous avez compris le sommaire, Éléonore d'Amro Hamzaoui avec Noura Hamzaoui dans le premier rôle. Blackbird de Roger Mitchell avec... Non, pas Eddie Mitchell. Tu m'auras pas. George Michael. Avec Suzanne Sarandon et donc Chiron. Brutus contre César, 2 et avec Chiron. Voilà, 2 avec Chiron et aussi avec Chiron, hein, parce qu'il faut quand même pas oublier qu'il y avait Chiron dedans, quoi. Donc bref, un programme varié. Oh, la version sobre. Mais aussi un tas de vrac, parce qu'il y a tout ce que vous avez vu dans les week-ends de récup et autres. Donc un vrac conséquent, vous allez voir le sommaire, la timeline, il y en a. Il y en a beaucoup. Ça va être une belle émission encore. Bonne écoute. Beau retour en force. Beau retour en force, et ça commence tout de suite. Bande annonce. Ah non, mais me dis pas que t'es encore au lit à cette heure-ci. Vivement que ça s'arrête, cette dépression, ça fait beaucoup trop longtemps que ça dure. Si tu te reprends pas immédiatement en main, tu finiras en HP, comme ta grand-mère Babette. J'ai 34 ans, j'ai pas de boulot. T'as voulu devenir écrivain? Tu t'es planté. Faut savoir faire un constat d'échec, parfois. Si tu avais du talent, ça saurait maintenant. Vous pensez être une psychopathe? Un vrai cas social. C'est sophistiqué et audacieuse. Féline. Féline. Ça veut rien dire, Féline, c'est juste une façon polie de dire cochonne. Éléonore de Amro Hamzaoui. Premier film, d'ailleurs, avec à l'affiche sa sœur Noura Hamzaoui dans le rôle titre d'Éléonore. Rien à voir avec notre Éléonore, notre chroniqueuse à nous. Ça n'a absolument rien à voir. Rien à voir, et heureusement pour elle. Oui, j'attaque de bon matin, mais bon, il faut parler directement franco parce que on reprend le cinoche, tu vois. On se dit, tiens, avec Deauville, on va essayer de retrouver encore une fois du bon cinéma français, ce serait bien. Eh ben non. Donc voilà, fallait s'énerver. Fallait être là la semaine dernière pour on se mettre dans les Cévennes et les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, hein, c'est dommage, c'est mauvais tempo. Voilà. Et on en parle à la fin de l'émission avec les films en vrac, voilà. Parce que... C'est ma malédiction, hein, vous connaissez, hein. J'ai raté tellement de bons films avec vous. Mais tu as vu Divorce Club. Ah oui. Mais là, on est là pour parler d'Éléonore et pas de Divorce Club. Merci les enfants. Là, ça commence à déraper, là. Voilà, Je me demande clairement lequel je préfère. Il y a moins de blagues de cul, peut-être, dans Éléonore. Éléonore, donc, du coup, c'est une comédie dramatique sur... Une dramédie, comme on dit, sur Éléonore, donc une dépressive, tout simplement, qui est en pleine dépression.
Elle a écrit un roman qui ne trouve pas d'éditeur. Elle a sa famille qui lui met une pression de dingue, enfin qui lui met la pression parce que justement elle a pas de mec, elle a pas de boulot, elle sait pas où elle en est dans la vie, et donc elle va essayer d'avancer, de se reprendre en main en allant avec le mec que lui fournit la famille, le job pistonné par la famille, et bon, ça marche pas. Les aléas de la dépression, je suis avec une équipe de dépressifs, de névrosés. L'équipe de Claque, alors que des mecs bien sûr, pour une reprise, les vrais bonhommes sont là, donc... Ça commence bien ça. Voilà, donc le plus bonhomme d'entre nous, Thierry, vous l'avez entendu. Également Marwan, que vous avez entendu, qui est pas super content. Bah pas du tout. Et Ellie. Ouais, on n'est pas très content non plus. Bref, je me tourne vers le plus énervé. Marwan. Pour la fin. Je croyais que l'attaque allait se passer après. Non, enfin j'étais terriblement déçu parce que je me disais qu'il pouvait y avoir pas mal de matière. Parce qu'en réalité, les intentions sont là. Elles sont là par rapport au fait de se voir choisir une carrière, une voie, et de se faire un peu à chaque fois accaparé, enfermé par les hommes, par sa famille. Ça c'est intéressant, t'as des répliques intéressantes, mais il n'y a que ça qui est intéressant. Il y a 3 scènes qui, imaginons, qui peuvent être inventives, mais sinon ça ressemble plus à une sorte de court-métrage étudiant avec toutes les erreurs que fait un court-métrage étudiant. Et j'en ai vu des courts-métrages étudiants, donc j'ai eu l'impression d'être face à un court-métrage étudiant. Je sais pas si t'as compris que j'ai dit court-métrage étudiant. Enfin voilà, mais c'était assez fatigant dans la mesure où dans la réplique c'était pas bon, enfin c'était toujours dans l'exposition, les personnages sont mal écrits, des fois les acteurs sont mal dirigés. Il y a des moments où on a l'impression, on les voit jouer, des moments où c'est très mal filmé, c'est pas beau, t'as un changement de colorimétrie pour faire genre, t'as tout, rien ne va, et c'est très centré sans forcément avoir d'intérêt pour ça en fait. C'est vraiment le côté Nora Mzaoui, c'est un peu ça, t'as un peu ce côté ouais c'est moi, et puis ça m'a vite énervé en fait. Ok, c'est un court métrage, 1h20, ça va, à côté des films de 2 heures. Ellie, ton expérience avec Éléonore? Oula. Non, le film. Bien sûr. Non, mais oui, je suis assez d'accord avec ce que dit Marwan sur le côté assez novice quoi, de la mise en scène de manière générale. Oui, comme on disait, il y a 2-3 scènes qui à un moment montrent un peu d'inspiration, notamment une séquence de rêve un petit peu surréaliste, où je me suis dit, s'il essaie de partir dans cette voie-là, pourquoi pas en fait, c'est de donner un petit peu un ton différent, essayer d'être un peu frais. Mais au final, ça sombre assez vite dans la paresse et dans le classique sur le film de dépression. Il y a un côté très concentré qui pourrait ne pas être gênant, mais qui en fait devient vite plombant par le style, qui est d'une lourdeur accablante en fait. Enfin, plus on avance et plus ça devient insupportable à regarder, jusqu'à un final où je pense que c'est le royaume du mauvais goût, mais c'est abusé des ralentis, de la musique à fond, enfin, avec le cliché du gamin mal dans sa peau, enfin il n'y a rien qui va, et du coup je comprends que Marwan soit énervé. C'est assez frustrant en fait, c'est un film où il y a quelque chose qui pourrait être intéressant, mais qui est plombé par une sorte d'amateurisme, et aussi un côté je sais pas, très à côté de la plaque en fait dans le traitement des thèmes. Je m'en branle de spoiler, je le dis à l'avance. Thierry. Ah mais c'est plus de l'amateurisme à ce stade, c'est affligeant, même de conneries en fait. Enfin, là, non, ouais, vraiment, parce que en fait, moi j'avais vachement d'espoir dans le film et dans ce qu'il voulait raconter, même s'il le racontait pas forcément très bien. Enfin, à part visiblement quand ils vont dans une édition de romans érotiques et que du coup il y a des tableaux avec des bites partout, ça fait beaucoup rire le deuxième rang. Visiblement le seul point positif du film, en tout cas, ça a beaucoup déclenché de rire. Le problème, c'est que moi, c'est ce que ça essaie de raconter, quoi. Parce que moi, au début, j'étais pour moi que Éléonore reste totalement libre, à avoir envie de pas. Enfin, c'est un film. Moi, je pense à Emma. Je pense à Emma de Pablo Larraín qui nous éclate les codes de la monogamie en disant si t'as pas envie de ça, vis ce que t'as envie de vivre. Et c'est un film qui, pour moi, n'allait pas forcément parler de monogamie. Je dis bien, mais allait parler d'une nana qui est considérée comme hors norme. Non, elle est tout à fait normale. Elle a juste envie d'un truc et elle est dépressive parce qu'elle réussit pas. Mais elle a pas de problème, cette nana, elle va bien, elle pourrait avancer si elle avait pas sa putain de famille qui l'emprisonnait dans un truc et qui lui répète en boucle qu'elle n'est pas normale, qu'elle est un monstre, qu'elle n'est pas adaptée. Tu retires sa famille, la nana, elle s'épanouit dans son coin en faisant ce qu'elle a envie de faire et elle trouve sa voie. Et pour moi, c'est ce que le film devrait faire, c'est ce que le film devrait raconter. Et il y a un moment où il y a un retournement et ça essaie d'aller vers là. Elle commence à refaire ce qu'elle veut, elle commence à envoyer chez sa famille pour faire quoi ? Pour aller dans les plans de sa famille, mais d'une autre façon.
Voilà, on te remet la cellule du couple, on te remet le truc, on lui dit tu t'épanouiras si tu trouves quelqu'un, elle trouve quelqu'un, alors qu'elle dit merde à ça 2 minutes avant. Je m'en branle de spoiler, hein, je le dis à l'avance. Non, là tu le dis après que t'as spoilé. Oui, non, voilà, non, parce que je vois vos têtes, non, mais je vois vos têtes, mais le problème c'est que le film s'évertue à te faire croire qu'il peut potentiellement essayer de casser quelques codes, de te casser les codes de la rom-com, de te casser le truc en disant on va essayer de te montrer aussi que un épanouissement ne passe pas forcément par ces espèces de codes sociétaires dans lesquels on essaie de t'enfermer constamment. Et après, ça nous convient pas. Moi, ça me dérange pas spécialement, mais c'est bien de nous montrer d'autres portraits de gens qui n'ont pas envie de vivre ça. Pour finalement nous montrer qu'en réalité, elle doit les vivre à sa manière, mais elle doit vivre quand même exactement ces trucs-là. C'est pas de couilles, quoi. Après, tu vois le caractère grossier du film dès les premiers plans. En gros, pour caractériser le personnage de Nora Hamzaoui, faut qu'elle ait les cheveux verts. Et puis il faut qu'elle soit genre méga sarcastique. Tu vois, genre dès le départ, c'est méga stéréotypé au possible. T'as aucune profondeur. Ça joue vraiment sur des gros carcans en mode ouais, elle est comme ça, elle est comme ça. Et puis elle couche avec une personne, elle se souvient plus vraiment de son nom. C'est vraiment, je trouve, forcer le trait pour forcer le trait. Et c'est ça tout le long en fait. Non, alors ce que tu trouves forcer le trait et la famille autour, non, c'est une personnage qui est dépressif. Ça fait partie des trucs qui peut arriver, c'est-à-dire pas faire gaffe avec les partenaires, faire ce genre de choses parce qu'on est détaché un peu de soi, on fait pas forcément gaffe. En exposition, je trouve ça débile bateau vu 1 milliard de fois et c'est vraiment bien fait. Ça montre un peu surtout les difficultés d'un sujet comme la dépression. Alors c'est un sujet qui visiblement est très propre, très personnel. Pas propre parce que les dépressifs il y en a beaucoup. Amro Hamzaoui visiblement donc ça serait un scénario d'après son vécu à lui et il a demandé à sa sœur de le jouer. Ça montre les difficultés de parler de la dépression de manière sincère parce que si tu parles de la dépression, tu te retrouves face à la famille qui dit mais faut arrêter la dépression maintenant, faut avancer, donc qui ne comprend pas que c'est un état qui dure en fait. La dépression c'est un truc, ça te suit toute ta vie en fait, vraiment la dépression. Donc les gens qui comprennent pas. Et si jamais tu essayes d'avancer un peu, d'aller un peu mieux, ben ça paraît un peu cucu. Donc les gens, et il y a un équilibre à trouver, c'est très compliqué. Et puis c'est une personne qui veut, elle veut vivre de ce qui lui plaît et pas forcément sans renverser les carcans comme le personnage toxique d'Emma qui est complètement manipulatrice avec son entourage. Mais ça c'est encore notre débat. C'est quelqu'un qui veut vivre normalement sans faire chier le monde et en étant respectueuse de son entourage et du coup c'est compliqué et elle se retrouve enfermée parce que elle a son psy qui est lui-même allumé qui fait des bon on raconte le film, on n'est plus à ça près, donc on a un psy pieds nus qui lui explique que dans la vie soit on est névrosé soit on est psychotique, ok, pour avancer c'est bien, sa famille qui lui fait pression. Moi je trouve que c'était très juste cette famille là qui fait pression. Donc une fois qu'on a eu le portrait qui est posé de la situation de la fille qui est enfermée là-dedans, c'est vrai qu'après derrière ça a du mal à dérouler, ça a du mal à avancer. Il y a une espèce d'histoire où on la met avec elle trouve un boulot, elle se fait pistonner dans une maison d'édition, elle entre et elle a une relation de confidente avec son patron. Et c'est notre film et du coup on a plus envie de savoir ce qui se passe avec l'éditeur. Dans la vie privée de l'éditeur, ce qui se passe pour lui avec sa copine, son ex, que ce qui arrive au héros principal. Et du coup, je sais pas, c'est un film qui sait pas trop où il va, qui essaye de remplir son 1h20 et qui a du mal à remplir, quoi. La relation avec l'éditeur, moi ça me faisait penser à BoJack Diane. Pour ceux qui ont vu BoJack Horseman, ils comprendront. Voilà, 2 personnes qui justement ont du mal à avancer dans la vie et qui essaient de s'épauler. Et c'est très très bien fait pour ça. Et au contraire, c'est dommage. Moi c'est ça que j'aurais bien aimé exploiter. Il y a une discussion qu'elle a avec lui sur le banc où elle lui dit mais moi j'ai pas envie de me projeter dans l'avenir avec des hommes, j'ai pas envie de penser à faire des gosses, j'ai envie juste d'exister pour ce que j'aime. Et en fait c'est ça. Moi j'ai l'impression que c'est un film qui essaye au moment de te dire il n'y a pas de moule en fait, il n'y a pas censé être de moule et le problème c'est qu'on nous conditionne à dire qu'il y a des moules et cette nana là elle a envie de dire merde à ça et elle va passer une heure à essayer de rentrer dans le moule qu'on lui impose pour finalement lui dire merde et finalement y retourner. Et c'est ça qui me dérange en fait, c'est que je sais que peut-être que vous ne considérez pas la fin comme ça, mais pour moi c'est ça, c'est qu'un film qui essaie de te dire que les carcans, les moules et les fruits de mer en général. Et voilà, parce que je vous vois sourire. Oui, parce que l'éditeur fait souvent des références à des plateaux de fruits de mer. Et les codes société en général, c'est pas fait pour tout le monde. Vivons tous de la manière dont on le vit, épanouissons-nous, acceptons que les gens aient des différences et comme ça ira beaucoup mieux. Sauf que finalement, le film ne fait pas ça. Le film, il s'arrête à mi-chemin et puis il fait non, il faut quand même qu'elle retourne dans certains codes qui sont quand même prédéfinis par la société. Alors que elle n'est pas en train de devenir une marginale de taré, elle est juste en train de dire je peux exister pour moi-même. Qu'elle le fasse, bordel. Mais elle montre juste quelqu'un qui veut vivre en société.
Ouais, mais non, mais sauf qu'au final, le retournement, le moment où elle commence à dire merde à tout ça, c'est pour que finalement elle se remette dans un carcan qui est un carcan très conditionné, mais qui n'est juste pas celui de sa famille. Et c'est ça qui me dérange en fait. C'est À quel moment? Bah, pour moi, toute la fin, c'est ça. Toute la fin, elle rencontre le héros du sel des larmes quelques années après le film, qui lui fait un plan drague pareil, mais elle s'enferme pas forcément dans un carcan. Elle dit merde à un gros lourd qu'on lui a conditionné, qu'on lui a imposé pour accepter un gros lourd qui s'impose à elle en la draguant dans la rue de manière ultra intrusive. Excuse-moi, je trouve qu'il y a un côté, moi qui me dérange, ça me fait chier. Et surtout que la laisser seule à la fin en mode je finirai seule et je vous emmerde, ça aurait été ultra signifiant par rapport au message du film. Alors, il y a juste un truc qui a été répété 3-4 fois dans le film, on a tendance à répéter les schémas. C'était l'occasion de dire non. Cette tendance, c'est parce qu'on nous le répète en boucle. Et le film avait pour moi la vocation, et ça se voyait dans pas mal de trucs, en tout cas dans son exposition et dans sa première partie, avait eu quand même pour vocation de dire les schémas, on les emmerde, on n'est pas obligé de les reproduire parce que c'est à nous de créer les nôtres. Et là, justement, je n'ai pas vu ça. Non Thierry, en fait, ce que t'as pas vu, c'est que le film ne sait pas ce qu'il veut, tu vois. Voilà, et vraiment, il ne sait pas ce qu'il veut, et qu'en gros, à la fin, c'est plus en mode, bah tiens, elle trouve quelqu'un parce que voilà, c'est elle qui accepte de continuer la conversation avec lui, puis mais même le délire aussi de rendre son collier, t'as un délire, on va dire, de je me transforme pour essayer d'être un truc qui puisse correspondre à peu près à la société et à peu près à moi. Pour moi, c'est un peu un truc mitigé. Après, un truc que je voulais dire aussi, c'est que en soi, le personnage, ou même le choix du personnage, même s'il est comme ça, en réalité, pour moi, ça fait pas la qualité d'un film, tu vois. Mais c'est juste qu'en gros, elle réagit comme ça parce que par rapport à ses parents, par rapport à tout ça, et puis même si elle réagit comme ça, c'est parce que vraiment, je trouve ça un peu... quelque chose qui s'accepte à partir du moment où c'est cohérent. Moi, ça le problème, c'est que j'ai pas trouvé ça pertinent et cohérent par rapport à ce que le personnage avait l'air de suivre comme voie par rapport à son indépendance et la manière dont elle le prenait. Et c'est là que je me dis, je trouve juste pas ça cohérent. Donc du coup, tu vois, je suis prêt à accepter n'importe quelle fin, que la morale me plaise ou pas, à partir du moment où c'est cohérent, tu vois. Mais là... Mais c'est vrai que les mecs sont giga lourds, mais à chaque fois ça passe, tu vois. Genre en mode, il lui met des disquettes comme pas possible, et puis à chaque fois ça passe, ou que ce soit le premier copain ou le dernier, tu vois, le mec à la fin. À chaque fois c'est genre giga disquette, ah bah ouais, en fait je suis bien et j'y vais, tu vois. Sauf que le premier copain a la pression familiale et elle se sent obligée d'accepter, alors que là justement c'était l'occasion de se retourner et de faire hey mec, t'as l'intention d'être un gros lourd, casse-toi. Et je trouve que ça aurait été signifiant et que ça aurait été dans la logique justement de non, on ne me réimpose pas un truc. Voilà. Après, Vous êtes comme ça les mecs, moi je suis avec vous parce que ma famille me demande d'être avec vous, mais sinon... Exactement. Et moi qui voulais être court sur ce film, qui était jour il vient nous chercher à l'EHPAD. Pour une fois, hein. Moi je me suis dit, Ellie a fait court, c'est bien, on va pouvoir faire court. Donc là vous avez juste parlé parce que vous n'êtes pas content du choix du personnage à la fin, très bien, mais bon, mais voilà. Mais parlons plus film. Sinon, moi je trouve que Nora Mzaïou aussi a du mal à porter ce film. C'est ce que je pensais aussi. Hein. Comme toi, vraiment, t'as vraiment ce côté où à un moment donné, elle est vraiment que son personnage télé, tu vois. Elle n'est plus ce personnage qui a été créé pour le film. Elle fait des répliques comme elle ferait une chronique. Et ça, c'est vraiment ça. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une sorte de transformation. Mais c'est la même difficulté qu'avec la dépression, c'est que quand t'as l'image de quelqu'un qui est très cynique et qui fait des vannes méchantes tout le temps, quand t'essayes de donner de la fragilité, parce que sur ce genre de personnage, c'est ça, c'est quelqu'un qui fait le cynique en société, mais qui est très fragile, eh ben on a du mal. Et ça passe pas aussi bien, et presque elle se fait éclipser par sa sœur et sa mère, jouées par Dominique Raymond et Julie Fort. Mais bon, à la limite, c'est presque le film qu'il veut, donc pourquoi pas. Mais bon, comme c'est pas le seul truc qui pêche dans le film, bon voilà. Voilà. Donc Éléonore, voilà. On va garder notre chroniqueuse, hein. On va garder la nôtre. Du coup, on va pas faire l'échange. Qui aurait été tellement énervé, je pense, en sortant de ce film. Ou peut-être pas, peut-être que leur dit ben non, les mecs sont comme ça, donc c'est assez réaliste. On ne sait pas, elle n'était pas là, donc voilà. Ne parlons pas à sa place, s'il vous plaît. Il est vrai. Éléonore change de mec, nous on change de film. Voilà. Hey! Can we all behave as normally as possible? Yeah. Okay. Got it. Okay. You got it? All right. Okay. Great. Jonathan has a hard time talking about it. Killing grandma? No, I don't. It's illegal, right? How are you gonna do it? When's it happening? Soon, kiddo.
On continue dans la joie et la bonne humeur, parce que après Éléonore dépressive, on va avoir une Lily qui fait de l'euthanasie. C'est génial, c'est super la joie. On troque une Éléonore pour une autre, ça c'est quand même beaucoup plus joyeux. Salut Éléonore. Et beaucoup moins dépressive. Coucou. Toujours avec Thierry. Et j'espère bien, parce que j'ai pas envie d'euthanasier Éléonore tout de suite, moi. C'est absolument pas le même film. Ah non, enfin, Nora Mazari, je m'en fous, moi je parle de notre Éléonore. Hein. Oh. On est au Publicis, sur les beaux fauteuils, on remercie d'ailleurs le cinéma, pour parler de Blackbird de Roger Michel. Ouais, enfin, et Roger Michel. Roger Michel, hein, voilà, coup de foudre à Notting Hill, tout ça. J'aime bien le tout ça quand tu sais qu'il a pas fait grand chose d'autre de notable. Blackbird avec un casting de ouf malade, Suzanne Sarandon, Kate Winslet, Mia Wasikowska, Sam Neill, Ryan Wilson. C'est sympa comme réunion de famille. Non, mais c'est plus un casting là, à ce moment-là, quoi. C'est un maxi best-of, quoi. C'est ça. Ben, c'est un maxi best-of pour une super réunion de famille. L'histoire, donc, de Lily et Paul, qui invitent toute leur petite famille pour le week-end. Mais aussi pour un week-end important. Suzanne Sarandon qui joue Lily. Donc Lily est touchée par une maladie dégénérative. Elle en a plus pour très longtemps et elle décide d'en finir. Et donc de passer un dernier week-end avec sa famille. Plus pour longtemps, c'est pas forcément garanti. Elle peut vivre encore très longtemps. Mais en tout cas, on sait que c'est l'un des derniers instants où elle sera encore valide physiquement avant d'être totalement sous assistance et de vraiment ne plus être que l'ombre d'elle-même. Exactement. Et donc c'est l'occasion de parler de cette question délicate et même de vivre ces derniers instants avec la famille. 1h37 de réunion familiale, d'émotions, de derniers instants importants. Est-ce que vous-même, vous avez été touché par cette histoire sensible ? Ou bien au contraire, est-ce que c'est un film en phase terminale ? La question c'est toujours, est-ce que quand tu parles d'euthanasie, est-ce que tu as envie de voir tous les proches de ta famille venir voir les derniers instants de ta vie, ou est-ce que tu as envie de voir Hilary Swank qui fait de la boxe ? C'est ça la grande question. Non, évidemment là on est dans la version un peu plus larmoyante, un peu plus posée, ça parle plus la question de l'après pour la famille que pour le personnage de Lily. Le personnage de Lily est déjà condamné, elle le sait, elle a totalement accepté sa condition. C'est ce qui est super beau, c'est que du coup c'est celle qui va mourir qui porte totalement le métrage en fait sur ses épaules. Et la question là, c'est comment est-ce que ses proches l'acceptent ou le refusent, comment est-ce qu'ils vont vivre avec, est-ce qu'ils se sont réellement posé la question ou est-ce qu'ils attendaient justement ces derniers instants avec elle pour se dire attends mais là tu vas très bien, tu nous parles, demain c'est fini. C'est des questions qui sont très importantes, qui se posent toujours la question du à partir du moment où tu décides d'en finir aussi, que deviennent les gens autour de toi. De là à dire que ça m'a touché, oui, le fond du sujet m'a beaucoup touché, je trouvais ça très juste, il y a beaucoup de moments de fulgurance, il y a beaucoup de moments de grâce, il y a des très très belles choses, il y a de la belle écriture aussi par moments, il y a des belles performances, les comédiens sont plutôt bons. Après, c'est un film qui veut te montrer les derniers instants d'une vie, donc du coup s'étire énormément sur la longueur, je pense que c'est très volontaire, mais du coup ça a du mal à emporter, et le problème, c'est tu peux faire un film long, tu peux faire un film lent là-dessus, mais avec la mise en scène de Roger Michel qui est c'est platonique, c'est ultra plat quoi. C'est que des cadres fixes qui ne se composent qu'à peine. Ça joue sur une certaine forme de beauté quand on est sur des plans extérieurs, mais à l'intérieur c'est assez plat, ça montre pas grand chose. Ça joue pas sur la symétrie, ça joue pas sur beaucoup de choses, ça joue juste sur on laisse un espace pour que les comédiens puissent exister dans le cadre. Donc en soi ça c'est réussi, mais du coup ça emporte très difficilement et on sent le poids peser, et c'est plus le poids du décès qui arrive, c'est juste le poids du film qui est un peu lourd quoi. Éléonore ? Oui, j'ai un peu le même ressenti, je suis assez mitigée en sortie de film. De base, c'est un sujet que je trouve difficile et quand même relativement peu traité au cinéma. Donc j'ai eu, en plus, personnellement, moi, beaucoup d'empathie avec ce film, pas forcément avec les personnages en tant que tels, parce que c'est un sujet dont on parle de temps en temps avec ma famille, et du coup, c'est un petit peu étonnant de le voir à l'écran, enfin, assez bizarre. Voilà, donc ils ont décidé de partir en plus sur... alors, c'est adapté d'un livre, on n'a pas regardé si c'était une pièce de théâtre ou pas, mais en tout cas, l'idée de partir sur un sujet donc très difficile, l'euthanasie, la fin de vie, et de le mélanger avec une thématique très vaudeville,
mais alors complètement. Donc déjà, on est dans un milieu bourgeois américain assez stéréotypé. Enfin, c'est comme ça qu'on peut imaginer une famille bourgeoise américaine avec la maison avec plein d'œuvres d'art partout, les murs blancs, les baies vitrées. Donc c'est un peu cliché de ce côté-là. Et tous les sujets qui vont avec le théâtre de boulevard, le théâtre vaudeville, donc les tromperies, les secrets. Ce qui est donc à la fois intéressant parce que ça montre que la vie continue outre la situation complexe et que les gens sont vivants et sont pas dans un état recroquevillés sur eux-mêmes, on va dire. Mais de l'autre, c'est un peu lourdingue, on va dire. Donc c'est un parti pris, on aime, on n'aime pas. Mais par contre, la mise en scène, c'était un enfer. On va pas se mentir. Il y a quelques moments où, du coup, les acteurs Suzanne Sarandon est vraiment géniale et comme on a pu dire, le casting est absolument mirabolesque. Il y a certains moments où on leur laisse le champ libre et où c'est très agréable et surtout Suzanne Sarandon qui amène cette espèce d'humour noir de temps en temps qui est absolument délicieux. Mais du coup, on a à côté de ça droit à des scènes violons, on va dire, avec des montages alternés de scènes, par exemple, où ils jouent aux charades avec les violons derrière et c'est d'une lourdeur. Ça, c'est pas possible par contre. Ouais, c'était pas possible. Donc voilà, mitigé. Je vous rejoins aussi sur la longueur du film. 1h37 pourtant, hein. C'est ce qui est marqué sur la fiche IMDb en tout cas. Ça semblait bien plus. Alors, la longueur et les plans fixes, c'est pas un défaut. Là, j'en parle, j'ai en face de moi, j'ai l'affiche dans un jardin qu'on dirait éternel, qui a tout ça. Qui a les plans fixes, qui a la longueur, et pourtant, c'est un film là-dessus, et ça passe très bien. Là, on a ça se passe sur un week-end, c'est aussi chiant qu'un week-end en famille, qu'une réunion de famille qui durerait tout le week-end. Ça m'a fait penser beaucoup, on parlait à Deauville, on y a pensé énormément. C'est ce que je veux te dire, c'est un torture porn à la Eleanor Coppola. Voilà, Eleanor Coppola qui avait fait un film présenté à Deauville, on en a parlé dans l'épisode, et il y a justement une scène avec un repas d'amis qui parle d'une amie décédée, en fait, de la mère, avec la fille autour qui les a réunis pour parler de ça. Et pareil, c'est un plan fixe, c'est très long, et à un moment, on faisait une blague avec Thierry, parce que... Sur le fait que c'était peut-être le préquel, c'est ça? C'était peut-être le préquel, et puis à un moment, je rigole, et je lui fais, bon, allez, ils vont sortir des claquettes, va y avoir une chanson, comme dans le film d'Eleanor Coppola, et 2 minutes après, il y a une chanson. Il y a une chanson, mais ça va, on n'a pas eu le droit au montage dégueulasse Feu de l'amour avec des fondus enchaînés, hein. On peut quand même être content de pas avoir eu ça, quoi. Non, c'est ça. Alors après, c'est un sujet délicat, c'est sur l'euthanasie, mais je trouve que ça effleure le sujet, en fait. Ça le contourne. Alors, on est dans une situation où c'est accepté. Alors, c'est bien de montrer aussi que c'est accepté, que comment vit ce dernier instant. Et donc, du coup, je trouve que ça esquive le sujet, en fait. Donc, ça nous montre le dernier week-end de cette femme, qui va procéder à l'euthanasie. Mais du coup, on n'a pas le débat sur la question, c'est accepté tel quel. S'il faut attendre 1h10 de film, 1h10 de film pour qu'il y ait un semblant d'éléments perturbateurs, pour qu'il y en ait un dans la famille qui dise, moi je suis pas trop d'accord. Et encore, c'est vite réglé, mais c'est pas le sujet, mais il n'y a pas d'éléments perturbateurs non plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Ça coule, là où on s'ennuie, c'est qu'il n'y a pas d'accroche, il n'y a rien du tout, et... Alors peut-être que c'est pas un langage que tu comprends et que c'est un langage plus féminin, même si j'aime pas le mettre de côté, mais à partir du moment où Kate Winslet offre un cadeau qui est absolument ridicule et que sa mère fait une réflexion qui est un peu passive-agressive avec un humour très particulier, c'est une accroche. Ça montre que la situation est qu'il y a un malaise et que ça ne va pas. Oui, non, c'est pour ça, moi, je pensais pas du tout à ça, mais moi, je pensais même directement dès qu'il y a l'autre sœur qui arrive et qu'on la voit dans la voiture arrêtée, qu'elle hésite encore à y aller, qu'elle est avec sa copine, qu'elle est pas censée ramener et qu'elle ramène quand même, et que tu vois qu'il y a un souci aussi avec justement le personnage de Winslet qui veut contrôler pas mal les choses et qui veut prendre la décision finale du truc. Je trouve que ça se sentait quand même assez vite, ça. Ouais, mais justement, c'est tellement creux, c'est tellement plat, et c'est tellement, enfin non, je suis désolé, on voit que ça existe, on se dit, il y a une situation potentielle, et puis en fait, non. Et en fait, tout est une situation potentielle et il y a pas vraiment, il y a du non-dit personnel, mais justement, t'as l'impression que ça va t'annoncer qu'il va se passer quelque chose, et en fait, non, tout coule assez doucement. Sur le papier, je trouve que c'est tout à fait crédible parce que même je t'avais vu ronchonner un moment sur une scène, alors on va pas dire laquelle parce que c'est plutôt vers la fin du film, il y a une scène de révélation, on a découvert un nouvel élément et
une personne doit justement se dire oh là il y a peut-être un truc, peut-être que ma mère va pas mourir finalement, il faut absolument que j'intervienne. Enfin, je passe le truc. Il y a une information qui surgit à 20 minutes de la fin. Ouais. Elle est censée la donner, donc du coup le personnage de Will Smith est censé la donner pour s'opposer du coup à l'euthanasie de sa mère, et du coup elle va laisser traîner parce qu'elle ose pas dire les choses, et toi tu t'es là putain mais lâche. Et là je suis pas d'accord, je trouve que sur le papier justement, non, ce genre de truc c'est tellement compliqué à dire, c'est tellement dur de le mettre devant que je comprends, et c'est pour ça aussi que c'est normal que la situation prenne, même si on la voit dès le début arriver, prenne autant de temps. Mais voilà, c'est quand même une famille dysfonctionnelle, et c'est le côté vaudeville dont parlait Eleonore tout à l'heure qui justement met un peu de temps à arriver, mais c'est logique. Le problème, c'est que la mise en scène ne nous donne rien à grignoter, disons, en attendant que les situations se détériorent avec le temps. C'est normal que ça prenne du temps. Par contre, il faut que la mise en scène nous offre quelque chose en retour, et ça, elle le fait pas. Mais ce qui est dedans est bon, en fait. C'est juste qu'il manque trop de choses pour que ce soit hyper accrocheur, quoi. Voilà. C'est un repas de famille, mais il n'y a rien à grignoter. Je trouve que c'est bien résumé. Ça a l'air pas mal, hein, ce qu'ils font. Il y a des petits plats qui ont l'air jolis. Ouais, non, c'est ça. Il y a des jolis plats, mais on attend que le week-end passe. Après, sur le casting, il n'y a rien à dire. Hein. Justement, ils sont tous très bien, très dans la justesse. On se lâche un peu sur la fin. Les persos existent. Par contre, à part peut-être, Kate Winslet qui a son personnage contrôle fric. Alors, je sais pas si c'est le personnage qui est comme ça ou si c'est l'écriture qui est un peu hasardeuse par moment, mais. Le problème de Kate Winslet, c'est que c'est une nana qui, en plus, c'est ce qu'on se disait avec Eleanor en sortant, c'est une nana qui aime exploser à l'écran et qui, généralement, quand elle est là, on lui donne un peu toute la place. Ce qui est vrai, hein, c'est quand tu la vois, c'est souvent un premier rôle. La dernière fois que je l'ai vue, c'était dans Wonder Wheel de Allen. Bon, c'est quand même quasiment que des plans circulaires sur elle qui s'épanchent dans tous les sens. Et tu sens qu'elle a envie de faire ça avec ce personnage, mais qu'elle a envie de le retenir également. Donc, du coup, elle, c'est peut-être l'une des seules qui est un petit peu tout le temps sur cette limite en mode, est-ce que j'en fais beaucoup? Est-ce que j'en fais moins? Comment et puis son personnage passe souvent en plus d'émotions très fortes à d'autres émotions très fortes, donc c'est compliqué pour elle, j'imagine, de gérer tout ça, quoi. Le personnage est très complexe, mais a peut-être un peu de mal à se gérer. Si, il y a Dwight de The Office, il y a Rainn Wilson, et non, il y a juste des petits moments, c'était rigolo parce qu'il y avait des. Le personnage est très différent, il le joue très bien. Il y a juste 2 petits moments dans le film où il m'a fait penser à Dwight, et du coup c'était rigolo. Voilà. Je pense que c'est parce que justement la dernière fois que tu l'as vu, c'est peut-être là justement. Nous, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était à Deauville, dans le truc où il tombe dans un trou là, et ça c'était pénible. Hein. Donc du coup, là, je suis content de le voir dans un truc beaucoup plus. Mais oui, là, c'est pour ça que je suis content de le voir dans un truc justement beaucoup plus sobre et où on voit qu'il peut faire autre chose, parce que putain, le film qu'on avait vu à Deauville, quoi, c'était pas bien. Dans The Meg. Ouais, il est dedans. Évidemment. Bon, du coup, c'est bien, on a fait toutes les recos d'un coup. The Meg. Oui, c'est marrant, The Meg. On a parlé dépression, on a parlé euthanasie, mais il faut parler de l'origine du mal maintenant. On va remonter à l'époque romaine et comprendre qu'en fait, il s'agissait juste d'une mauvaise blague. Oh non, oula, c'était très mauvais comme blague. Je me mets au niveau. Hein. Ah oui, je comprends. On sera pas tous ensemble à la fin de l'émission pour les vracs, alors on enregistre la partie avec les 2 vieux du Muppet Show, Thierry et Ellie, qui ont fait un bon week-end ciné, qu'on pouvait pas enregistrer pour la semaine précédente, donc on vous le met maintenant. On précise que c'est le doyen qui dit ça. Hein. Oui, mais bon, écoute, moi je suis Kermit. On dirait Pierre Richard dans Brooklyn. Hommage au grand doubleur qui nous a quittés. L'épisode est dédié du coup à Roger Carrel, à Michael Lansdale et à Ruth Bader Ginsburg. Merci. Et à Michael Chapman. J'adore ton imitation. Et je suis encore troublé par ce que tu viens de faire. J'ai refait un Kermit parce que là il en meurt d'envie là. Bienvenue dans le Muppet Show. Alors en fait on précise que c'est pas la voix, c'est physiquement que ça y ressemble. Ah c'est ça, je suis tout vert là. C'est un talent, hein, vraiment. Faut que tu le mettes en avant, que tu le repasses un peu tous les jours. On est plus proche des Feebles que du Muppet Show, mais tout va bien. Voilà. Roger Carrel à jamais dans nos cœurs. Alors Thierry, ne t'éloigne pas comme ça, parce que non, il y a quand même un événement, c'est-à-dire que ton réalisateur préféré, celui que tu adores, celui que tu nous dis putain il faut vraiment absolument y aller, j'attends le nouveau Kairon avec impatience, j'adore ce qu'il fait. Effectivement, il a eu 2 petits films sympas, très bien. Alors réalisateur préféré évidemment c'est surfait, tu le sais très bien, je sais que t'en joues, mais rappelez-vous en effet l'épisode... T'es quand même un méga fan. Non, rappelez-vous évidemment l'épisode où je vous l'ai survendu à souhait, mais pour le coup quand on est allé voir Mauvaises Herbes et qu'on avait vu nous 3 rien avant, vous étiez tous à peu près de mon côté.
Oui, Mauvais Herbe, c'était sympathique. Mais c'était plutôt bien. C'était du côté bien. Là, il a sorti. Ben là, ça y est, il sort des histoires personnelles. L'histoire personnelle de son père, son histoire personnelle à lui d'éducateur. Cette fois-ci, il part from scratch, il part de zéro pour un méga péplum. Brutus contre César. C'est bien là la soirée compote C'est Rufus, il m'a invité à une soirée compote. Complot. Brutus, c'est qui César pour toi? C'est mon père. Oh, ça suffit avec tout ça maintenant, hein. C'est pas parce que j'ai mis ta mère enceinte que je suis ton père. Hein, Tonia? Vous voulez tuer César? Il y a un endroit où il est vulnérable. La carotide. Non, c'est au Sénat qu'il est vulnérable. Plus qu'à la carotide. C'est toi, Brutus, qui aura l'honneur de frapper en premier. Je pourrais crier un truc, genre liberté. C'est pas possible, ça. Tu le sors d'où, lui? Un film qui devait sortir cet été, ou cette rentrée, qu'on attendait au cinéma. Hein, le 1er avril même, il devait sortir. Puis Comme les nouveaux mutants. voilà, il devait sortir le 1er avril, donc. Et là, bah, il sort là en septembre sur Amazon Prime directement, en ligne. Bon, mais c'est pas grave, parce que on a un casting d'enfer. On a Ramzy Média, on a Thierry Lhermitte, on a Gérard Darmon. C'est bon, on peut s'arrêter là. T'as cité ceux qui s'en sortent. Et après, on a toute une pléiade d'acteurs. Hein. Là, c'est carrément, c'est un péplum dans les règles de l'art. Du coup, on a forcément en tête Astérix Mission Cléopâtre. On a 2h moins le quart avant du cri en tête. On se dit, ça va être génial, c'est super. Et alors finalement, Finalement, t'es plus proche des nouvelles aventures de Cendrillon, quoi. Et encore, est-ce que c'est aussi affligeant? C'est affligeant dans un autre sens. C'est vrai que oui, voilà, moi j'étais prêt à le suivre à l'échafaud, Kéron, hein, surtout quand il a annoncé que ça allait sur Amazon Prime. Je me suis offusqué sur les réseaux. J'ai fait non, mais c'est pas normal. Attends, pourquoi Kéron, un si grand auteur avec un mec si drôle? Enfin, moi je dis trop rien, ça me fait marrer, Mauvais Herbe aussi, mais j'adore le fait qu'il alterne justement cette espèce d'humour qui fait très stand-up, mais qui fonctionne parce que c'est rythmé, parce que c'est caustique, avec justement un côté dramatique. Et là, je me disais, bon, il va dans la comédie. Semble-t-il qu'il doit y aller dans la comédie pure, finalement c'est pas tant le cas que ça. Il essaie encore de faire la rupture de ton, mais aïe aïe aïe. Et je commence le film, et là, à bout de 5 minutes de film, il y a la blague compote. Tu vois, je veux dire, faut qu'on en parle parce que du coup, c'est exactement l'histoire de Brutus qui tue César, enfin qui est engagé par des sénateurs romains parce qu'il peut pas blairer son père. Enfin, là ils nous le mettent pas tant comme ça, mais en mode voilà, vous connaissez tous l'histoire de Brutus et César, j'imagine. et après c'est très très librement adapté. Mais oui, non, c'est censé être parodié. Donc on va reprendre ce pan de l'histoire où Brutus a tué son père sous la pression des sénateurs romains. Sauf que Brutus est un moins que rien, un bon à rien. Bon alors. Du coup, ça peut justifier les désaccords avec son père. Sauf qu'au début, voilà, il est censé aller à une soirée complot parce que les mecs lui disent bon, on va discuter du plan pour assassiner ton père. Et lui, il se pointe avec une cuillère en mode ah, mais je croyais que c'était la soirée compote. Alors tu te dis bon, c'est bon, il a fait un jeu de mots, on a compris. Sauf que 2 secondes après, il le répète. Et après, il croise un autre mec, il lui répète. Et ensuite, même plus tard dans le film, il le répète à un autre endroit où les gens disent mais nous, on en fait des soirées compotes. Et du coup, en fait, moi, dès qu'il a répété la blague 3 fois, j'ai fait ok, il y a un souci. Et le pire, c'est que chaque blague qui a pu potentiellement marcher, et il y en a très peu. On s'est dit ah c'est drôle, cool, et là il la répète, fait ah c'est moins drôle, et là il la répète, ah bah c'est plus drôle du coup. Voilà, on va redévelopper, mais Là il y a Thierry qui est tout rouge derrière son masque. c'est dégueulasse, c'était dégueulasse, c'est dégueulasse. Kéron, je sais pas ce qui s'est passé, hein. Peut-être que t'as pas écrit tes autres films tout seul, qu'est-ce qui se passe? Bon, et Ellie, du coup, est-ce que tu es aussi dépité que Thierry? En fait, moi, j'ai pas vu les 2 premiers films de Kéron et j'étais chez Thierry pour qu'on finisse de regarder les 2 Palmas et il a vraiment forcé comme jamais pour qu'on regarde Brutus versus César. Moi j'étais pas très chaud parce que j'avais vu les premiers retours et ça avait pas l'air très glorieux. Après bon voilà, je suis curieux et on a lancé le film et merde. Et en vrai ça m'a fait de la peine parce que moi je suis très client des péplums à la française. J'aime beaucoup cette idée là de partir de ce genre très spectaculaire et d'essayer d'évoquer, d'y insuffler notre humour en fait. Ça marche plutôt bien quand c'est intelligemment écrit. Sauf que là, c'est pas du tout le cas quoi. En fait, on sent qu'il oscille entre, comme disait Thierry, la comédie pure, mais en même temps, il veut insuffler ces thématiques, la relation père-fils, tout ça, qui est entre Brutus et César. Sauf qu'en fait, il ne va jamais vraiment la développer et que les rares bonnes scènes, du coup, ce sont celles qui impliquent César, mais qu'on le voit peut-être 4 minutes sur 1h29, un truc comme ça. Ce qui du coup ne marche pas parce que Ramzy Bédia en César, pour le coup, c'est peut-être la bonne surprise du film, c'est qu'il s'éclate quoi. Il en fait des caisses, c'est complètement con ce qu'il fait, mais ça marche bien.
Et voilà, après c'est une dégringolade progressive, c'est l'humour vire vraiment mais à l'affligeant terrible avec un Pierre Richard qui me fait tellement de peine que voilà, j'aurais presque envie de pleurer en le voyant. J'osais pas le mentionner. Ouais, mais moi je le dis, c'est bon. Après une semaine, on a fait tant de deuil d'artistes morts, il y en a un qui est mort mais à l'écran, c'était vraiment déprimant quoi. Enfin vraiment, c'était le coup de grâce de la semaine, je pense. Pierre Richard et voilà la blague du Viagra quoi. Attends, et on précise que Pierre Richard a joué dans Madame Mills de Sophie Marceau. Pierre Richard a joué dans La Ch'tite Famille où on lui fait boire de l'essence parce que je dis c'est des cons, ils boivent de l'essence. Même là, c'était pas à ce niveau-là de Pierre Richard qui fait j'ai le gourdin, j'ai la gueule, nique. Ah, la meilleure punchline, le mort à l'écran, moi tu vois ce passage. Ouais, Ah mais alors moi donc Thierry m'a fait voir du Kéron, il m'en a fait bouffer puis je me suis dit allez c'est le réel préféré de Thierry donc. Ce n'est pas mon réel préféré. Je l'aime beaucoup, mais ce n'est pas mon réel préféré. Arrêtez. Bon, et puis allez, on va sûrement en parler dans l'émission dans les racks, donc je vais quand même le regarder. J'ai un peu de train. Allez, c'est bon, je vais regarder ça. On a fait un audio avant. Enfin, on t'a appelé pour te dire ne fais pas ça. Hein. Et toi, je veux quand même. Voilà. J'avais vu la bande-annonce aussi, hein, donc je savais que c'était pas terrible. Hein, voilà. Vous savez que bon, j'ai pas peur des nanars, mais là c'est là c'est épique. Là, c'est vraiment là, ça prend des proportions, mais waouh! Ah ouais, c'est pas possible. Oui, alors il y a quelques acteurs qui s'en sortent bien. Donc il y a Ramsey, il y a le duo l'ermite d'Armand qui s'en sort bien, mais ils sont tout seuls. Ils sont sur un écran vert. Leurs scènes ont été tournées à part, j'ai l'impression, parce qu'ils sont quasiment jamais en même temps sur l'écran avec le Kéron par exemple, qui leur. C'est peut-être pour ça qu'ils sont aussi bons, c'est parce qu'ils n'ont pas vu le reste en fait. Mais c'est peut-être ça. Et d'ailleurs, tu m'en parlais, alors, je sais, Ellie, tu me disais, il y a des moyens, il y a du décor, il y a de la technique, c'est très beau, mais c'est pour filmer une cour de récré. Et pour filmer, mais pour filmer mal, avec des plans, mais des gens qui sont isolés, donc qui ont eu leur scène de tournage tout seuls, visiblement, avec des plans de rush qui ont été réutilisés parce qu'on s'aperçoit qu'on n'avait rien en contre-champ ou en coupe. Il y a des moments, on voit Kéron qui regarde dans le vide, inexpressif, au milieu d'une scène de dialogue, on ne sait pas ce qu'il fout là, ce plan, mais c'était pour meubler parce qu'il y avait rien. Et voilà, et tout est répété 40 fois, alors la soirée compote, bon, si ça c'est la meilleure vanne du film, on est mal barré quand même. Ah non, c'est pas possible. Tu me dirais, c'est Kéron, c'est son fils de 6 ans qui a écrit le truc. Moi, je veux bien le croire du coup. Mais et puis il y a une intrigue amoureuse, mais neuneu à souhait, avec des trucs. Et il y a une fausse modestie. Il y a Kéron, c'est le Kéron show, donc il est tout seul au milieu du truc avec sa fausse modestie. Ah, je suis raté et mal aimé par mon père qui me rejette. Mais non, tu as plein de qualités, tu es vraiment trop génial. Ah, mais non, dites-moi que je suis génial. Ok, mais tu es génial, tu es super et tu es notre héros. Allez, tiens. Tout est lamentable de bout en bout. C'est-à-dire que on lui a filé les clés d'un avion de chasse et il roule sur le parking, sur les ralentisseurs du parking, quoi. Et c'est pas possible. C'est ça, il y a un décor et t'as Civil War quand on se bat sur le tarmac. C'est ça. Mais bon, au moins Civil War, il y avait quelque chose. C'était juste pour là, il y a une scène d'assaut de forteresse à la fin, c'est n'importe quoi. Il se met tout seul devant le fort romain, mais on est où, quoi? Mais sérieux, mais c'est pas possible. Le seul truc à la limite que j'ai trouvé intéressant, c'était il y avait une tentative de relecture un petit peu des codes, genre le fait que les Gaulois sont représentés par des Noirs et des Arabes, moi ça m'a fait rire pour le coup. Il y a aussi le côté, la relecture de Vercingétorix, qu'on peut appeler le sous-texte Vercingétorix cette grosse pute, qui était très sympa. Oui. Mais pour en faire ça, c'est dommage parce que tu te dis, là il avait des idées, pourquoi t'as pas développé ça en fait, plutôt que de développer ton histoire d'amour à la con dont on se fout, quoi. Oui, et puis il y a des idées, on sent qu'il y a des trucs, c'est effectivement, parce que voilà, Vercingétorix c'est un vendu en gros, donc il est vendu comme ça, et c'est avec ça que César se fait mousser. C'est juste qu'il y a des trucs et puis des justifications et des vannes, par exemple, Vercingétorix, à un moment il dit, il demande une rallonge. Et pourquoi tu veux une rallonge? Bah tu sais, les impôts, les machins, les trucs. Je dis mais attends, mais putain, c'est l'empereur qui t'a filé du pognon, tu payes pas d'impôts. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais on est où là? Il y a rien qui marche. C'est incroyable. C'est pour caler de la vanne, mais de la vanne mal écrite et mal rythmée. Ouais, voilà, en fait ça c'est quand on parlait tout à l'heure de 2 ans moins le quart avant Jésus-Christ par exemple, ça c'est le genre de vanne qui se place un peu dans ce sillage-là, c'était essayer de faire des vannes sur un contexte un peu plus actuel, dans le contexte péplum de l'époque. Sauf que
Désolé Kéron, mais Jean-Yann fait ça 1000 fois mieux que toi, parce que Jean-Yann, son film, c'est une vraie satire politique de son époque, mais à travers l'histoire de la naissance du Christ. Alors que là, toutes les vannes qui se veulent un peu décalées, anachroniques, tout ça, elles tombent à plat, parce que le film marche pas du tout dans ce délire là quoi. Et même il y a tout un problème de ton, au lieu de faire une comédie pure, justement en développant le côté Vercingétorix, c'est un peu une petite pute de l'Empire romain ou ce genre là, il va vraiment essayer de forcer le trait sur le misérabilisme de la relation père-fils, où Kéron est le personnage est un loser absolu, etc. Sauf que en fait il y a un vrai problème de ton. Même les blagues sur l'esclavage tombe finalement à plat. Dès qu'il essaie de faire un truc un peu social, il est tellement en décalage par rapport à tout ce qu'il fait à côté. Et cette espèce d'ambiance, comme tu disais, cours de récré, blague un peu presque pipi caca quoi. À la limite, parce que la blague sur la compote, c'est vraiment écrit pour un gamin de 5 ans. Non quoi. C'est raté. C'est triste de se dire que c'est raté vu quand on voit le budget, l'ambition de base. Les intentions, parce que c'est pas mauvais en soi de vouloir faire un tel projet en France, même très réjouissant dans l'idée, mais voir ça qui s'effondre de manière aussi importante, c'est vraiment le château de cartes qui implose là, c'est un peu déprimant quoi. Et je trouve que la bonne nouvelle, c'est que c'est pas marché, c'est que ça marche pas. Enfin, ça fait peut-être de l'audience parce qu'il y a une grosse promo dessus, il y a une promo de dingue. Il y a des pubs partout, des affichages. Je prenais le train, dans toutes les gares, j'avais l'affichage dans la rue. Enfin, il y a une grosse promo. Je vois qu'il il se fait toller de partout. Je crois qu'il y a eu 1,5 sur Allociné, 3 sur Sens Critique. Enfin, c'est vraiment, il se fait défoncer. Et le film se permet de teaser une suite, parce qu'évidemment c'est Brutus contre César, ça parle de la rivalité parricide, mais bon, on peut spoiler, on s'en fout. Évidemment ça va pas jusque là, ça va pas jusqu'à l'affrontement Brutus-César. Ils se croisent au début du film, puis après ils se reverront plus jamais. Et donc, déjà c'est un mensonge sur le titre, et il te balance une scène derrière, il te tease un deuxième épisode, mais c'est pas possible les gars, on n'a pas le droit. En fait, c'est pas un film de réal, c'est un film de prod, c'est un film de producteur. Il y a personne aux commandes en fait, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de cohérence et que ça tient pas debout quoi. Et puis comme tu le disais, en fait, c'est quand tu disais que c'était un peu le Kéron Show, oui, il y a un défaut d'arrogance dans l'écriture, c'est le côté tu veux écrire une satire sociale, tu pourrais te baser là-dessus en mettant des personnages multiples qui vont exister. Même quand tu vois Mission Cléopâtre par Chabat, Astérix et Obélix sont presque annexes dans le film. Ils vont faire avancer l'intrigue, ils vont être observateurs, ils vont aller d'un point A à un point B pour faire avancer les éléments, mais c'est clairement pas eux l'important. Ce qui se passe, c'est tout autour, tout ce qu'on va montrer, tout ce dont on va parler, tout en est dedans. Ce qu'a toujours fait Goscinny, même d'ailleurs dans son écriture. Astérix et Obélix sont juste des observateurs qui étaient là, quoi. Et donc du coup, c'est eux qui racontent. Et sauf que là, au milieu de tout ça, il veut absolument que son personnage existe et ait un schéma. Et donc du coup, son personnage empiète sur toutes les bonnes idées en fait. Donc au final, ça, c'est un défaut d'arrogance, quoi. J'ai envie de le voir maintenant, ça merde alors. C'est ça, parce qu'on lui a dit que Pierre Richard faisait des scènes où il montrait qu'il avait le gourdin, il a envie de voir ça quoi. Bah oui. Ah là là, ouais non mais bon bref. Un film qui s'est auto-assassiné du coup. Vivement qu'il n'y ait pas de suite. C'est un gadin terrible là, qui se prend en Kéron avec ce film. Mais bon, j'ai pas pour autant envie qu'il arrête de faire des films, parce que bon, ces deux premiers étaient visiblement pas mal. Moi donc encore une fois je les ai pas vus, mais on m'a souvent dit du bien, que c'était intéressant. Voilà, peut-être que ça va lui faire prendre conscience aussi qu'il peut faire des erreurs, qu'il n'est pas encore un cinéaste très accompli, et même un scénariste très accompli qui doit bosser quoi. Et peut-être que son prochain du coup sera peut-être plus humble, plus simple, plus maîtrisé. Enfin voilà, moi j'espère quand même qu'il va pouvoir continuer à s'exprimer et que ça va pas non plus flinguer sa carrière. Ce serait dommage que de finir là-dessus quoi. La phase de vrac, donc avec notre équipe de choc qui a passé un week-end au ciné, Thierry et Ellie. On commence par un film qui était dans la sélection Cannes 2020, me semble-t-il, Antoinette dans les Cévennes. Oui, donc réalisé par Caroline Vignal, dont c'est le deuxième film, et son premier date de 2000. Ouais, j'allais dire ça, 20 ans entre deux films. Alors si on pouvait ne pas attendre 20 ans pour le prochain, on serait ravis. Hein. Ouais, mais alors elle a expliqué que c'est parce qu'elle voulait pas spécialement refaire de film. Enfin, j'ai lu un peu des trucs et apparemment c'est assez conscient comme choix, c'est pas en mode on l'a empêché. Mais elle a écrit beaucoup de scénarios et aidé à d'autres réalisations, mais elle a pas voulu refaire de trucs avant cette année. Et donc c'est avec Laure Calamy dans le rôle principal d'Antoinette, et il y a Lann Patrick, et c'est donc une espèce de road movie existentiel d'une femme un peu éperdue qui va retrouver son amant, mais qui au final va se rendre compte de plein de choses sur sa vie, sur qui elle est, et qui va se reprendre en main.
et elle va croiser une petite galerie de personnages et essayer de se retrouver elle-même au milieu de cette nature, au milieu des Cévennes, et son rapport avec Alan Patrick va lui permettre de reprendre sa vie en main. Et moi je trouve ce film vraiment très très mignon. C'est un film qui est à la fois très simple, très léger, mais qui est très profond, je trouve, dans ce qu'il raconte. À travers donc notamment l'interprétation de Laure Calamy et toutes ces rencontres, on arrive à toucher à quelque chose de vraiment très beau, qui fait un peu écho au Rayon Vert d'Éric Rohmer, qui est un film qui a beaucoup inspiré Caroline Vignal. Il y a même une apparition de Marie Rivière, la muse, qui fait une sorte de passage de flambeau dans le côté road movie existentiel d'une femme en quête de soi et en quête d'amour. Et voilà, c'est une très belle surprise de cette rentrée, je pense. Le film marche pas mal en plus au box-office, donc ça fait plaisir. Je sais pas ce que Thierry en pense. C'est magnifique. Non, c'est vrai, c'était vraiment très très bien. C'est comme tu le dis, c'est un road movie existentiel vraiment sympathique qui a été vendu comme une grosse comédie sur une nana qui allait pas parvenir à faire avancer un âne dans les Cévennes, mais on se doutait bien qu'il allait avoir autre chose. Et cette autre chose, c'est ultra profond, ultra prononcé. Et ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est qu'il y a une bienveillance qui est géniale. C'est vrai que tu vois pas le mal quand tu as vu ce film. Tu as l'impression qu'au final, tu pourrais aller serrer tout le monde dans tes bras, que tout le monde te veut du bien. Enfin, à part ce vilain amant bien méchant, joué par Benjamin Laverne, on le voit à peine, mais on est toujours content de le voir. Et ce que j'aime, c'est ça, c'est que t'as l'impression qu'en fait, les gens qui organisent ces road trips, donc il y a 7, je crois que c'est 7 étapes, c'est ça, qui représentent donc 7 gîtes qu'elle doit atteindre tous les jours à une vingtaine de kilomètres à peu près les uns des autres. Et t'as vraiment l'impression que les gens qui sont dans ces gîtes attendent des gens qui ont aussi des problèmes, peut-être des besoins de se redresser un petit peu, de réfléchir à leur vie, et qui vont du coup l'entourer et l'accompagner dans son voyage et la comprendre alors qu'ils ne la connaissent pas, et se passer des informations les uns les autres via les petits groupes qui cheminent aussi avec elle, mais un peu avant. Et je trouve ça génial, en fait, c'est assez brillant pour ça. Et ouais, c'est un beau film sur la remise en question. Il y a des métaphores visuelles, mais c'est jamais lourd. Alors que pourtant, il y a quand même un âne qui braie pour justement ponctuer les émotions d'Antoinette, ce qui pourrait être totalement casse-gueule. Mais c'est super prenant, quoi. On reste toujours à Cannes 2020 avec les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. D'Emmanuel Mouret. Alors moi, Emmanuel Mouret, je connaissais un film de lui, je ne sais même plus lequel c'est. Quand j'ai regardé sa fiche Wikipédia, je me rappelle plus de celui que j'ai vu, mais je sais qu'il m'avait énervé, et que du coup, j'avais pas forcément trop envie de me réintéresser à lui. J'ai compris pourquoi quand je l'ai vu. Il y a un côté théâtre filmé, avec des dialogues extrêmement verbeux, extrêmement pompeux, qui sont déclamés de manière justement, je vais pas dire sans jeu, mais avec un jeu qui se veut très théâtral, très langoureux, et qui ne correspond pas justement à ce qu'on pourrait apprécier au cinéma. Des personnages que je considère pas mal comme des petits bourgeois très autocentrés, avec des petits problèmes de bourgeois. Enfin, tu vois, la famille justement d'Éléonore telle que je la déteste, et j'aime bien quand on les moque. Là, c'est pas trop le cas, parce que Mouret est potentiellement comme ça. Éléonore, le film, on précise encore. Le film, on précise, dont on a parlé tout à l'heure. Clique sur Retour arrière, tu sauras. Donc un film de petits bourgeois, ok. Voilà, mais cependant, il est vrai que moi j'ai eu du mal à avoir de l'empathie pour ces personnages et à vouloir m'intéresser à leurs problèmes. Par contre, dans ce que ça décrit, dans ce que ça montre, c'est super intéressant. Ça va te montrer plusieurs facettes de l'amour, que ce soit justement un petit peu, tiens, on reparle des maths Pablo Larraín, les carcans monogames, la manière de vivre l'épanouissement via l'autre. Tu as même des personnes qui se disent, moi en fait, je sais que la personne va voir ailleurs, mais je la sens épanouie, je l'aime pour ce qu'elle est, et si c'est comme ça qu'elle est heureuse, alors je suis heureuse par omission parce que je l'aime beaucoup trop, et du coup moi je vis une aventure de mon côté. C'est beau, c'est plutôt beau parce que ça ne juge pas ces personnages, ça essaye justement de montrer différentes facettes de gens qui veulent vivre différemment et qui s'acceptent tous les uns les autres en essayant de se comprendre. Et là pareil, il y a une forme de bienveillance qui se met, il n'y a pas tant d'antagonistes, il y a des gens qui des fois font des mauvais choix, mais on les comprend aussi, on les suit, et c'est très choral et on s'intéresse à tout le monde. Et c'est porté par des comédiens qui sont bons, alors avec un jeu un peu étrange du coup qui peut dérouter, mais ça c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué chez Mouret, mais en soi c'est intéressant si on a un peu plus d'empathie pour eux. Voilà, je suis globalement d'accord, totalement d'accord sur la deuxième partie de ce qu'a dit Thierry, et sur la première, à savoir tous les défauts qu'il reproche au film. C'est ce qui fait que moi j'adore le film en fait, exactement. Ces petits problèmes de bourgeois qui parlent d'amour de manière un peu théâtrale, de manière très verbeuse. Moi je trouve ça absolument sublime. Surtout que justement ce jeu théâtral est là pour donner de l'emphase aux mots en fait qui sont très très bien trouvés, très touchant. Et voilà, c'est une histoire, encore une fois, c'est un peu comme Antoinette, qui est très romérien, très assumé, avec toute cette réflexion sur le désir et l'amour, comment articuler les deux. Et du coup, ce qui amène Mouret à faire un jeu sur le temps et l'espace, nous faire voguer entre les flashbacks, le présent, des plans séquences fixes avec des gens qui font qui se meuvent dans l'espace comme ça et qui se retrouvent et se perdent. C'est assez, vraiment, c'est très très beau, très prenant, très poétique. Et je trouve ce film vraiment formidable sur ce qu'il raconte, voilà, sur cette espèce de liberté des sentiments, ponctuée par beaucoup de hasard. Je m'attendais à passer un bon moment, mais je pensais pas que ce serait aussi, vraiment aussi bon pour moi.
Et voilà, les comédiens sont très très bons. Neil Schneider, Camilla Jordana, surtout le duo est vraiment incroyable et porte toute l'intrigue de A à Z jusqu'à un final très très touchant. Et je ne peux que recommander d'aller voir ce film. Enfin, c'est vraiment mon gros coup de cœur, je pense, de la rentrée avec Lux Aeterna dont on a déjà parlé. La semaine dernière, pour le coup. On reste sur le film de bourgeois, avec le film de bourgeois qui se vend comme un film de bourgeois. D'ailleurs, Les Apparences. De Marc Fitoussi, avec Karine Viard et Benjamin Biolay, ouais, donc ce couple de bourgeois expatriés en Autriche, car Biolay est chef d'orchestre là-bas, et elle gère une médiathèque. Et c'est pas terrible, mais en fait c'est un film qui arrive à alterner entre le fascinant et le consternant pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une représentation de la bourgeoisie qui est dans un excès permanent qui est assez intéressante et assez cool, avec une Karine Viard qui en fait des caisses. Elle est en roue libre absolue. Enfin, il y a des scènes, mais c'est hilarant vraiment de voir Karine Viard comme ça. C'est presque elle est dans un surjeu, mais qui nous ferait presque donne presque envie de rire de tristesse, en même temps de pur rire, car ça devient très drôle. Mais voilà, le problème du film, c'est qu'il est parasité par des sous-intrigues qui n'ont aucun sens, qui servent à rien, et surtout stylistiquement il y a quand même un mauvais goût assez prononcé par à-coup, et qui font que c'est assez pénible, et c'est long putain. Mais c'est vrai que oui, non, les sous-intrigues sont assez particulières. Mais moi, c'est ce que je t'avais dit à un moment, je t'ai regardé, je t'ai dit, bon, c'est vraiment pas bon, mais je me régale parce que justement, je m'amuse de ce surjeu, de ce côté. C'est totalement faux constamment. Ça joue aussi avec justement cette classe qui joue les apparences à tout prix. Du coup, le film se veut faussement. Faussement vrai, on va dire, mais ça marche plutôt bien. Et au niveau de l'intrigue, du coup, voilà, c'est l'histoire donc du coup de Karine Viard qui se rend compte que très rapidement que son mari la trompe avec l'institutrice et qui va devenir totalement infecte. Genre, elle va balancer les mails que l'institutrice envoie à son mari à tous les groupes de parents d'élèves pour que l'institutrice saute, et du coup en voulant tromper potentiellement son mari, et c'est là qu'on rajoute des sous-intrigues inutiles. Elle tombe très rapidement dans le film, dans les 20 premières minutes, sur un Allemand qu'elle rencontre là-bas, avec qui elle a une pseudo-aventure, sauf qu'elle couche pas avec, et sauf qu'on se rend compte très rapidement que le gars est aussi un mec qui a un bracelet électronique, qui a des plaintes sur la gueule, qui du coup va se mettre à la harceler. Et en fait tout ça sert à rien, et c'est surtout ça le truc, c'est qu'on a déjà une intrigue avec une femme qui est flouée par son mari, qui veut se venger, qui veut aller très loin, en mode je vais pas dire à mon mari pour garder les apparences que je suis au courant, mais je vais la pourrir par derrière. On a déjà une super intrigue, et il te rajoute ça alors avec le harcèlement du gars qui vient en rajouter, qui se mêle tout le temps à l'intrigue, mais tu le retires, le film c'est exactement le même quoi. Et voilà, jusqu'au final du coup il le force pour l'inclure dans le truc et mettre un événement marquant, mais voilà, et il y a tout le temps des trucs qui se rajoutent avec pareil les passifs de certains personnages qu'on te fout en plein milieu, et ça, alors ça rajoute des trucs, du coup c'est de plus en plus rigolo quoi, tu vois, mais tu te dis de dire que même les personnages secondaires ont aussi des apparences à cacher, mais ça sert à rien quoi, on pouvait tout à fait se centrer sur ce couple. Du coup le film essaie d'en faire 3 tonnes et d'avoir 36 000 sous-intrigues. Tu sens qu'il n'y a pas eu de relecteur qui lui a dit fais un autre film avec ça, t'as déjà ça, voilà. Bon, bref, Les Apparences, on n'y retourne pas. D'ailleurs, transition, ne vous retournez pas. Waouh, non, il n'y a rien derrière vous, c'est le titre du film, Ne vous retournez pas. De Nicolas Roeg, c'est une ressortie, un film qui date de 1974, je crois, j'ai peur de balancer des trucs comme ça sans avoir les fiches sous les yeux. Merci Thierry. Bon, c'est une ressortie. Le savonneur de planche. c'est une ressortie donc d'un film de Nicolas Roeg qui est assez culte, et on a compris pourquoi. Voilà, on est allé voir ça au Reflet Médicis. Allez-y, je pense que ça y est encore. Foncez tant que vous pouvez. 73, me dit Ellie. Moi, je lui faisais confiance pour les dates. C'est pour ça que j'ai pas vérifié. Bravo. Et avec Donald Sutherland et Julie Christie. Beaucoup trop rare, Julie Christie. Elle est plus là. Et sur justement un couple qui essaye de gérer le deuil de leur fille. Voilà, qui est morte noyée, qu'on voit dès le début du film, et donc du coup qui s'enfuit à Venise. Alors pas un très bon plan d'aller dans une ville pleine d'eau quand ta fille est morte noyée, mais bon, visiblement, même si on ne le montre pas, les personnages sont peut-être un peu bêtes, mais du coup voilà, c'est ça va être ces personnages qui vont essayer de vivre, essayer de continuer leur vie, mais être pris de paranoïa sur plein de choses. Il y en a une qui se tourne plus ou moins vers l'ésotérisme et la religion un peu forcée, il y en a un qui justement devient totalement dans un délire paranoïaque où il pense qu'on va aussi lui retirer sa femme comme on lui a retiré sa fille. Il y a une dimension fantastique, réelle ou pas, on ne sait pas, qui justement va jouer sur toutes ces espèces d'illusions qu'il y a. Est-ce qu'il y a une espèce d'emprise maléfique qui leur veut du mal ou pas? C'est assez prenant, et c'est surtout un terrain de jeu pour une mise en scène qui est constamment renouvelée, pleine d'idées, et c'est, je pense, pour ça que le film est aussi culte.
Ouais, c'est exactement ça, c'est un très bon film qui est pas totalement horrifique du coup au final, qui est plus une espèce de drame psychologique sur le deuil, avec deux manières de le gérer. D'un côté Donald Sutherland qui lui, qui semble de base être celui qui l'a le mieux vécu, mais on se rend compte progressivement que c'est pas totalement le cas, c'est peut-être lui qui est le plus névrosé des deux, et elle qui va réussir à trouver une sorte de rédemption dans un chemin qui, oui, en effet, peut faire peur au premier abord, mais on sait pas trop justement ce qu'il en est. Et voilà, c'est vraiment l'idée de prendre Venise pour comme ville expiatoire, c'est génial, car du coup il y a tous les motifs qui vont rappeler en permanence la perte de l'enfant, à savoir les longs cours d'eau et les couleurs vives aussi, le rouge qui revient assez souvent. Il y a tout un rapport aussi à la mort qui plane en permanence. En fait, ça montre Venise comme une ville pas du tout rassurante, pas carte postale quoi. C'est l'exact opposé, c'est très poisseux, un peu crade. Il y a des églises en rénovation, ce qui va revenir beaucoup dans le film. Et c'est assez brillant. Il y a une musique de Pino Donaggio qu'avec Thierry on aime beaucoup pour ses collaborations avec De Palma, qui déjà confère une ambiance assez particulière au film et qui offre vraiment un climat de mystère permanent, très à la fois pesant mais en même temps un peu onirique, assez envoûtant, et c'est vraiment brillant, de l'horreur ou plutôt du drame psychologique très très bien mené, et une ressortie à voir pour ceux qui ne connaissent pas. Franchement, c'est une très très bonne surprise. Je vois Marwan qui rigole quand Ellie a cité Pino Donaggio, et je me souviens de Marwan qui s'était horrifié devant la bande originale de Passion de Palma qu'il a vu avec nous. Je confirme, Marwan, il y a bien une scène de cul, on va dire ce qui est dans le film, entre Donald Sutherland et Julie Christie, avec la musique de Pino Donaggio, et vraiment, t'as l'impression de passer dans la dimension boulard, quoi. Comme toujours avec Pino Donaggio, c'est génial. Allez, dans le Wrap, il n'y a pas que Thierry et Ellie qui ont vu des films, parce que Marwan aussi, il a vu des trucs. Un film touchant, un film d'adolescente. C'est ça, c'est un documentaire de Sébastien Lifshitz. Et qui s'appelle Adolescente d'ailleurs. Qui s'appelle Adolescente, évidemment. Et qui est assez, pour le coup, passionnant et touchant dans l'idée de suivre pendant à peu près 5 ans deux adolescentes du collège, de la 5e jusqu'à leur bac. Et vraiment de les suivre au fur et à mesure de ce qu'elles vivent, et par moments à côté un peu de la vie nationale, donc c'est-à-dire des événements un peu tragiques ou importants en France. Et c'était vraiment un film, je trouve, fabuleux, dans le sens où il arrivait toujours à filmer ces deux personnages, donc ces deux filles, à leur hauteur. Il n'y a jamais de jugement, et puis en même temps il y a toujours, je trouve, une approche assez pure dans l'idée de filmer une génération. Et ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Il y avait aussi, pour le coup, après je me suis renseigné, une information qui était intéressante par rapport à ça. C'est qu'il disait qu'à la base il voulait faire ça, mais pour un adolescent, parce qu'en gros, vu que c'était un homme et qu'il se sentait plus, on va dire, à même à filmer un homme, et t'as une personne qui lui a dit non, mais en fait ici dans le coin où il a filmé, les filles sont beaucoup plus intéressantes, et il s'est retrouvé à avoir 2 filles qui en fait étaient les meilleures amies à l'époque. Et je trouve ça assez passionnant de voir dans toute leur complexité. C'est qu'il n'est jamais binaire, il est toujours dans une réflexion totale sur ce qu'est la féminité, la jeunesse, et comment elle s'est perçue aujourd'hui. Et 2h16, j'ai trouvé ça assez passionnant de bout en bout, sans temps mort. Ouais, je suis assez d'accord, c'est un documentaire très réussi. En plus, donc l'idée d'avoir donc ces deux amis là, qui en plus, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'ils viennent de 2 milieux très différents. Il y en a une qui est un milieu plus populaire, l'autre qui vient d'un milieu assez aisé, et du coup nécessairement ça influe sur leur choix de vie et le fait qu'elles vont suivre 2 voies différentes. Et on voit comment leur amitié résiste par rapport à ça, comment elles-mêmes elles évoluent. Il y en a une qui, on voit très tôt par exemple avoir des copains, sortir un peu plus, tout ça, être très dans le milieu professionnel, alors que l'autre a des ambitions plus artistiques. Elle est plus nuancée dans son rapport aux autres, elle est un peu plus timide, c'est un peu plus mature sur certains points. Et voilà, et parallèlement encore à ça, il y a aussi toute la vie du pays qui est assez intéressante, entre les attentats, les élections présidentielles aussi, mine de rien, de 2017, qui sont mises en avant. Et du coup, il y a un vrai portrait à la fois donc de la jeunesse, mais aussi de la France des années 2010 en fait. Ayant par exemple vécu mon adolescence aussi dans cette décennie-là, c'était assez intéressant de s'y replonger par ce biais de ces deux enfants qui découvrent le monde, découvrent la vie, l'amour, la politique aussi. Et s'adresse à un constat intéressant de plein de choses, le désintérêt politique pour une certaine partie de la jeunesse, l'influence des parents dans les choix pour d'autres,
Et voilà, comment est-ce qu'on va essayer de se construire soi-même à partir des autres et de notre entourage et de nos ambitions, de nos goûts en fait. Et c'est très très réussi, très bien rythmé comme dit Marwan. Les 2h15 passent très vite. Il y a un très bon montage qui arrive notamment à nous faire passer d'une à l'autre quand elles sont séparées, sans qu'à aucun moment on se dise ah tiens on a un peu oublié, on a un peu mis sur le côté elle. Bah jamais, parce qu'au moment où on commence à se dire tiens ça fait un petit moment, bah elle apparaît à l'écran et voilà une espèce de balai entre deux mondes différents mais qui restent connectés par leur amitié et le lien qu'elles entretiennent. Le seul truc à la limite, c'est que des fois, et je sais pas si c'est vrai ou pas, mais il semblerait qu'il y ait des discussions qui sont un peu forcées par le metteur en scène, notamment sur toutes les questions politiques, etc., où il a un peu demandé aux gens, aux familles d'en parler. Du coup, il y a presque un côté factice dans certaines situations, mais qui au final garde quand même une grande spontanéité dans la manière finalement qu'elles ont de l'évoquer, de le parler. Il y a vraiment un côté presque passionné, réel, dans l'expression des phrases par les deux gamines, Emma et Anaïs, et du coup on y croit en permanence et c'est vraiment très très beau, une belle réussite. Et, pour le coup je l'ai lu dans l'interview de Gabin, c'est que en fait c'est ça, c'est que des fois il provoquait un peu des situations qui n'arrivaient pas en leur disant ouais si vous pouvez parler de ça et tout, et que ce soit par rapport aux copains, par rapport à des trucs qu'elles n'osaient pas forcément le faire devant les caméras, et en mode si ça vous dit quand même, il y a toujours eu une certaine attention sur leur volonté ou non de parler de certains sujets. Et ouais non c'était vraiment intéressant. Et puis pour la petite blague, la mère d'Emma, j'ai l'impression que c'était la mère d'Éléonore, tu vois, de ce côté un peu contre le fric de fou. Et mais ouais non c'est vraiment un film passionnant qui devait avoir mais genre des rushs vraiment de dingue, genre vraiment des centaines et réussir à faire un truc aussi quali, aussi précis, et puis sans longueur, c'est génial. Non, c'était cool. Pour la pub pour Gabin, c'est qu'il a écrit un article sur Adolescente. Un article et puis des interviews très intéressantes sur Silence Motor Action. Donc oui, Gabin de Silence Motor Action qui était avec nous à Deauville. D'ailleurs, réécoutez les épisodes, c'est super. Il y a 9 heures de podcast, vous allez vous régaler. L'interview est très intéressante, donc faut pas hésiter. Merci Marwan et Ellie. Merci à toi. Merci. Toujours de très bons conseils. On a une belle liste de films à rattraper. Voilà. Il y a des rochers. C'est la sélection de Deauville 2.0 en fait. Là, c'est ça. C'est ça, on a vu 35 films à Deauville, mais il y en a 35 qui sont sortis en même temps. Donc voilà. Bon, on a fait le vrac, on a fait le rattrapage, mais on n'a pas tout rattrapé. Il y a encore l'étrange festival. Puisque tout le monde n'était pas à Deauville. Éléonore, tu étais à l'étrange festival à Paris. Qu'est-ce que tu as vu de beau ? Je vais faire mon petit top de l'étrange festival. Exactement. Non, Édition 2020. Je vais en citer 4, mais il y en a 2. Il y en a un dont vous avez déjà parlé et un dont on va parler plus tard, donc je ne je resterai pas trop longtemps dessus. Déjà, donc, j'ai vu Cagillionnaire, comme vous. Donc, il passait également à l'étrange festival que j'ai trouvé absolument délicieux, vraiment très drôle. Ensuite, dans mon préféré de l'étrange festival, mais ça sans aucun doute, Relique de Nathalie et Erika James. Donc c'est une première réalisation, mais on va en parler dans un épisode dans quelques semaines. Donc je ne vous en dis pas plus, si ce n'est que je pense qu'il peut devenir mon film préféré de cette année, sans problème. Peut-être, on verra. Que lequel? Tranquille. Et sinon, mais à chaque fois, les 4 films que je vais citer sont des films de femmes. Voilà, pour dire, il y a les femmes qui font du film de genre, et c'est bien, et c'est vraiment très bien. Donc, j'ai vu également Amulette de Romola Garai. C'est une actrice anglaise à la base qui se met à la réalisation. Donc, en général, plutôt une actrice de comédie et de films un peu drama, enfin période drama. Oh là, dis pas d'horreur, s'il te plaît. Moi, je fais que perturber de loin. C'est ça. Amulette, c'est donc de Romola Garai, où on suit en Angleterre un réfugié de guerre, on ne sait pas exactement de quel pays, qui galère un petit peu donc en Angleterre, qui se fait récupérer par une bonne sœur, et donc aidé par cette bonne sœur, qui la place dans une maison complètement en ruine, où il est censé aider notamment à entretenir la maison et la jeune femme qui vit dedans, enfin l'aider. Cette jeune femme dont la mission est d'aider sa mère qui est enfermée au grenier et qui est très malade. Je vous en dis pas plus, c'est très subtil, je ne vous révélerai pas la fin parce que les 5 dernières minutes sont explosives.
alors que tout le reste du film est très subtil, très dans la lenteur, dans le soin du détail. Et juste pour dire que le propos est par contre très féministe. Et elle se le cache pas, et c'est du coup vraiment un film que je conseille. Malheureusement, je pense qu'il n'aura pas de sortie en France, mais si vous arrivez à le trouver quelque part en festival ou ailleurs, franchement, allez-y. Répète le nom du film. Amulette. Romola Garai. Garai, je sais pas comment on prononce, pardon. L'autre film dont je veux parler, c'est The Trouble with Being Born. C'est une réalisatrice autrichienne, c'est son second film. C'est un film, pareil, à mon avis, qui n'aura pas de sortie en France, malheureusement. C'est un film très complexe qui qui parle de la solitude, c'est de la science-fiction, qui parle de la solitude humaine et de l'utilisation de l'intelligence artificielle sur un androïde. De manière très fine, très subtile, et un petit peu de qu'est-ce que l'être humain peut se retrouver à faire face à un robot qui a la forme d'un être humain, mais qui n'en est pas un, donc une espèce de fausse solitude, et c'est passionnant. Il y a des plans absolument sublimes, il y a un tabou qui est abordé, qui a d'ailleurs fait beaucoup parler de lui en festival, je ne sais plus exactement duquel, mais c'est vraiment très intelligent. Ça fait un petit peu Black Mirror pour ceux qui aiment la série, même complètement. Et peut-être que je vous... À laquelle ? C'est pas du tout pas le même traitement, parce que Her a un côté un peu rom-com, hein. The Trouble with Being Born, alors que ça, c'est très, très noir, on va dire, comme Black Mirror. Enfin, sauf les derniers, que depuis que Netflix a repris, c'est un peu moins noir, mais bon. Et la réalisatrice s'appelle Sandra Wollner. Voilà. Et du coup, je le conseille. Donc pareil, si vous arrivez à le choper en festival ou même autrement, allez-y. Vraiment très intéressant. Merci. Est-ce que vous avez une dernière reco après tout ça, Thierry? Alors attends, au-delà d'une reco, je tiens à dire que j'ai vu Project Power sur Netflix et que l'argument de « Oh c'est bon, c'est un peu l'un des moins pires films Netflix », c'est plus un argument. J'en ai ras le cul des gens qui m'incitent à voir ce genre de truc, c'était nul. Bref. Non, Marocco, c'est un truc assez improbable. C'est pas improbable parce qu'on savait que je regardais ça et que j'en ai déjà conseillé quelques-uns. C'est un film de Brian De Palma. Je crois que c'était souvent il y a 2 semaines que j'en ai déjà conseillé un, mais c'est un film qu'on avait galéré à trouver dans le cadre de notre rétrospective avec Ellie, qui s'appelle Dionysus in 69, qui est donc un film de 69, comme son nom l'indique, qui est en réalité une captation d'une pièce de théâtre faite par De Palma, d'une pièce de théâtre expérimentale qui était censée donc du coup être sa première utilisation de split screen, sauf qu'il fait ça sur l'heure et demie complète du film, avec une partie de l'écran qui est centrée sur donc la scène où se passe la pièce de théâtre, et une partie qui est censée être sur le public. Sauf que ce qu'on va très vite réaliser, c'est que le public devient un acteur et un élément de la mise en scène, donc du coup ça part dans une espèce de joyeux foutoir. C'est complètement dingue. Et voilà, donc c'est un beau split screen en noir et blanc d'1h30 où il y a des idées de mise en scène à la seconde, et on a toutes les thématiques de Palma qui commencent déjà en fait à s'intéresser à ça, alors que c'est pas lui qui fait la pièce de théâtre, c'est pas lui qui l'a écrite, il s'est mêlé à une troupe où il y avait ses copains, quoi. Et voilà, c'est une sacrée curiosité, et je trouve que c'est intéressant pour l'aspect de mise en scène, en fait, pour les prémices d'une mise en scène qui découle encore aujourd'hui sur plein de métrages, quoi. Comment ça s'appelle, tu dis? Dionysus in 69. Très bien. Dionysus, comme Dionysus, en fait. Ouais. Tous les détails, les recos, les vracs, et tous les détails dans la description de l'épisode, bien sûr, comme d'habitude. Merci, Éléonore. Mais merci à toi. Merci, Thierry. Mais c'est moi. Oui, c'est toi, Thierry. Mais de rien, c'est toujours un plaisir. Bon, tu m'avais promis qu'un jour tu me paieras, j'attends toujours, mais je suis là. J'attends. Je te paye en visibilité, ça te va pas? Ça devrait me suffire, c'est ce que tout le monde me dit. C'est ça. C'était Certains Même à chaud. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que les précédents et les suivants et tous ceux cités dans l'émission sur votre application de podcast préférée, Apple Podcast, Google Podcast Addict, Spotify, Deezer, etc., etc., etc. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, @clahac_podcast, CLAAC podcast. Et oui, ça en fait des réseaux, des abonnements, tout ça. Likez, abonnez-vous, partagez l'épisode aussi, parlez-en autour de vous pour soutenir l'émission. Vous pouvez également laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée. Et oui, avec les 5 étoiles, tout ça. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et de nouveaux films. Non. Et si, il y en a encore. Il y en a encore. Comme toutes les semaines, ça n'arrête jamais. Au week-end prochain, bisous, bisous, bisous. Bisous.
Non. Pardon. Non. Pas bisous. Voilà. Elle se rebelle, voilà. Je n'accepterai plus les bisous. J'ai regardé, il y a même pas Rachi, alors que je l'aime bien Rachi. C'est le meilleur perso. C'est le meilleur perso, Rachi. C'est Vérifie juste un truc. toujours les beaufs un peu gros, les Merde, ça. Bah oui, ça enregistre. Merde, c'est fini. Après, t'as parlé super près du micro, donc voilà. Mais bon. Ok, bien. On est dispo, on reprend la semaine tranquillement. Petite séance du matin. Tout le monde est prêt, tout le monde est sur les téléphones, c'est génial. Je recherchais le budget en fait du film pour au moins essayer de trouver une excuse. C'est produit par TMC alors qu'au départ ça devait être Canal. Donc déjà... Quand tu vois TMC et TFX qui apparaissent à l'écran, ça sent pas bon quand même. Hein. Bah, disons que... Non, alors ça, par contre, c'est parce qu'au départ, c'était... comme c'est Nora Hamzaoui qui la tête d'affiche, ça devait être produit par Canal. Et comme elle a suivi Yann Barthès sur son émission sur Quotidien, enfin, qui est passé sur TMC, du coup, ça s'est pas fait. Donc il a fallu trouver un autre financement. Du coup, TMC est la chaîne en question. Ça illustre juste bien la chaîne sur laquelle le film va passer, en fait. Parce que ça passera jamais ailleurs, hein, j'espère. C'est compliqué quand même. Hein. La cinémathèque dans 40 ans. Nora Hamzaoui. Pourquoi pas? Il y aura un film. Non mais c'est bon, Amro, Nora, on n'est pas dupes. En fait c'est la même personne, c'est juste un pseudo. C'est très drôle que ce soit un alias. Hein. Franchement ça serait exceptionnel. Si c'est elle qui a tout inventé de toutes pièces comme ça, un personnage de son frère et tout, ça serait très très drôle. Elle lui a fait une fausse fiche IMDB. Elle fait des mauvais films exprès pour qu'on se moque de son frère inexistant. D'ailleurs c'est elle qui fait la promo. D'ailleurs, hein, puisque c'est elle qu'on connaît surtout. Avec Bon bref. Une perruque et puis elle met une petite barbe, histoire de passer inaperçu. Ah là là. Bon bref. Quand on aura fini de dire des bêtises. C'est important de bon matin quand même. On va commencer. Allez. Bon, moi je me suis habitué aux émissions enregistrées comme ça tranquille à l'intérieur. On fait plus que ça maintenant. On arrête le HO dans la rue. On va que au Publicis à partir de maintenant, trop cool. C'est ça, on va s'installer là, dans le couloir. Là. De toute façon, c'est pas grave, on leur balance toutes les semaines la liste de films qu'on a décidé de voir et ils se démerdent pour les programmer ici, c'est leur souci après. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Le budget de l'émission, ça va pas être le même. On parlait de l'ancien Utip. Hein. C'est l'occasion. Bon.